Madame Laporte. Bonjour. Déjà, d'entrée de jeu, au nom de notre chaîne, du directeur de publication que je suis, je tenais à vous dire merci pour l'entretien que vous nous accordez. Merci de Pour vous être parler de déplacé. vous, merci. Pour parler de vous, pour parler de votre livre et surtout pour vous connaître un tout petit peu. Alors, ma toute première question pour l'entame de notre entretien, si on vous demandait de vous décrire, sachant que se décrire soi-même, c'est souvent difficile. Oui, c'est compliqué de parler de soi-même. De façon générale, on parle plutôt des autres que de soi-même. Quand on fait de la politique, on parle des autres, on ne parle pas de soi-même. On n'a pas le droit de parler de soi, d'ailleurs. Alors, pour reprendre votre question, moi, je suis plutôt une femme d'engagement, de conviction. J'ai été convaincue d'abord par un engagement où je me suis engagée pour une association. Comment éduquer les enfants à l'impôt, décrire un peu pourquoi payer l'impôt. Et puis après, je me suis engagée fin 2013 en politique, dans une ville de 105 000 habitants, la deuxième plus grosse ville en Seine-Saint-Denis. Oui. Assez compliqué, il y a 120 nationalités, donc une ville multiculturelle, divisée entre le nord et le sud, le haut de Montreuil et le bas de Montreuil. Très compliqué, communiste depuis tout le temps, on va dire, depuis toujours, ancré vraiment politiquement très très à gauche. Et on m'envoie, on m'avait même surnommé une bleue parmi les rouges, je me rappelle une émission. Ouais. Mais je me suis quand même battue, j'ai obtenu 18% aux élections municipales, donc je suis passée au deuxième tour, j'ai eu 5 conseillers municipaux, j'étais présidente du groupe d'opposition. J'ai été aux élections départementales, en accroissant un peu mon score, dans le Haut-Montreuil. Ensuite, j'ai été la porte-parole de Valérie Pécresse aux élections régionales. Donc, j'étais la porte-parole en Seine-Saint-Denis. Et là, j'ai quand même fait près de 6 000 voix, 23%. Donc, j'ai augmenté petit à petit pour m'effondrer suite à l'affaire Fillon aux élections législatives. Et là, je me suis dit que, comme le groupe Les Insoumis avait pris la main mise en gagnant l'élection législative, je me suis dit que c'était une ville perdue pour moi. Donc je suis partie de Montreuil et maintenant je suis à Paris. D'accord. Est-ce que vous avez regretté justement ce départ ? Je ne regrette pas, j'avance toujours. Je ne reviens jamais en arrière. D'accord. J'ai une belle expérience, je me suis donnée à fond pendant 4 ans, pendant ces 4 belles campagnes. Mais je pense qu'il fallait que j'avais plus rien à y faire. D'accord. On se va tenter justement de vous demander qu'est-ce qui fait courir Madame Laporte au vu de votre parcours politique très élogieux. Ce qui me fait courir, c'est les autres. Vous savez, d'abord, je suis avocat, donc je traite et je protège et je défends les intérêts des autres. Et puis la politique, ce n'est que finalement une multitude de dossiers. Okay. Ce n'est que la profession d'avocat ramenée à l'ensemble des personnes que je peux aider, où je peux résoudre leurs problèmes. Ça a été ça à Montreuil et ça sera ça aussi à Paris. Voilà. Bon, à Montreuil, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on ne voulait plus de moi. Le score étant tel, vous vous dites que c'est plus la peine, que vous êtes rejeté. Donc vous partez pour une nouvelle aventure et à Paris, parce que moi, en plus, j'ai une légitimité nouvelle, enfin, pas nouvelle, mais profonde. Je suis née à Paris, je vis à Paris, je travaille à Paris, j'ai une vie sociale à Paris, donc si vous voulez... Vous êtes beaucoup plus proche justement des Parisiens. Oui, ouais. J'ai survécu à Paris. Sauf à Montreuil, j'avais... Je rappelle que vos parents viennent aussi de Paris. Oui, enfin, ma mère, elle était née en Russie, ils sont venus beaucoup après. Plus habité à Paris, l'éducation justement de la vie parisienne vous colle aussi à la peau, donc oui, on comprend. Je connais Paris comme ma poche, je connais tous les arrondissements, je connais toutes les rues quasiment. Puis mon cabinet est à Paris, donc mes clients sont aussi parisiens, donc si vous voulez... Je suis attachée et rattachée à Paris. Super. Revenons sur votre ouvrage, votre livre, engagé sur un clic. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire sortir ce livre et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de le parcourir entièrement, mais il y a des très très belles choses qui ressortent à l'intérieur et du coup on est amené à vous poser cette question. Pourquoi engager pour un clic ?
Je suis mère de 2 adolescentes, l'une qui a 19 ans, l'autre qui a 23 ans. Donc, je suis en plein dedans, si vous voulez. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que... Alors, pourquoi d'abord engager sur un clic? Parce qu'on est dans l'immédiateté. On s'engage tout de suite, sans frontières. C'est les multinationales, c'est les grandes causes, le climat par exemple. Mais en même temps, il y a un fossé avec les valeurs républicaines et cette espèce de vouloir être citoyen. Parce que vous savez, on n'est pas citoyen, on le devient. Et c'est ce fossé qui se creuse entre l'engagement immédiat, instantané, mais en même temps presque virtuel, j'allais dire, et l'engagement profond sur la longueur et sur les valeurs de la citoyenneté. Je le constate tous les jours avec mes filles. Et donc, je me suis dit, je vais tenter de donner peut-être plusieurs solutions ou remédier à cette situation, remédier à ce fossé qui existe entre ces deux éléments. D'accord. Merci pour justement cette définition que vous donnez à ce livre qui, j'avoue, est très très enrichissant. Mais la question qui me vient comme ça, c'est de savoir, on sait que la jeunesse française aujourd'hui s'engage souvent sur un clic. Oui. Par rapport à certaines valeurs. On parlait justement des luttes contre le réchauffement climatique. Absolument. Et d'autres qui se sentent beaucoup plus citoyens du monde que citoyens français. Oui. À votre avis, est-ce que cela justement reflète l'image qu'on a de cette jeunesse française? Ben oui, c'est ça, c'est la jeunesse française, c'est l'image internationale, européenne, mais immédiate, mais qui ne s'engage pas sur le long terme. Et quand on constate les chiffres lors des élections, on constate également que la plupart des jeunes, alors je prends entre 18 et 25 ans, il y a quand même beaucoup d'abstention. Moi, quand j'étais à Montreuil, dans les quartiers populaires, et pas que dans les quartiers populaires, personne n'allait voter. Alors on allait voter pour le maire, mais on n'allait pas voter pour les conseils départementaux, les conseils régionaux, pas spécialement non plus pour les députés, il y avait une abstention à 70%. Donc, Montreuil nous reflète, c'est une partie de l'Île-de-France. Après, il faudrait faire une étude sur l'ensemble des villes de toute la France. Mais si vous voulez, on constate quand même un certain éloignement vis-à-vis des hommes et des femmes politiques. Okay. Et des idées politiques et des valeurs aussi citoyennes. Donc, à votre avis, la politique n'intéresse pas justement cette partie de la population, ces jeunes? Je vous dis, les jeunes, ils s'intéressent à des causes extraterritoriales ou mondiales, et en même temps, ils n'ont pas l'air de s'intéresser. Alors, est-ce que c'est parce que les femmes et les hommes politiques ne les écoutent pas, ne les comprennent pas, ne leur donnent pas suffisamment de pouvoir ni de rôle dans la vie citoyenne? C'est possible. Mais ce qu'on constate, c'est que moi, par exemple, j'étais engagée très jeune en politique. À 15 ans, j'allais déjà distribuer des tracts. Et vous verrez aujourd'hui, ma fille, par exemple, je prends ma fille de 19 ans, mais elle est toute la journée sur Instagram, toute la journée, elle va cliquer pour voir ce qui se passe, mais elle ne s'engagera jamais dans un parti politique. Et aller la faire voter, c'est la croix et la bannière. Alors que moi, je fréquente le milieu politique, donc, et ça m'a surpris. Et ma fille, et tous ses amis, en fait. Est-ce que c'est pas parce que justement cette politique française proposée à ces jeunesses ne cadre pas avec justement les valeurs que ces jeunes ont commencé à développer via l'internet, via Facebook, via Twitter? C'est l'immédiateté, si vous voulez. Ils veulent des réponses tout de suite, immédiatement. Alors que l'engagement citoyen, c'est un engagement sur du long terme et qui met du temps. Et je ne sais pas vraiment si ils sont encore adaptés à cette éducation. Si vous voulez, il faut commencer beaucoup plus jeune. Je vous parle des générations, encore une fois, 18-25 ans. Ouais. Donc, en fait, l'éducation, ça se prend très jeune. Ça se prend dès l'âge de 6-7 ans, 8 ans. Ouais. Dès 8 ans, il faut évidemment que l'éducation nationale parvienne à éduquer, à enseigner les valeurs républicaines aux jeunes enfants. D'accord. Et c'est comme ça qu'on deviendra républicain. Et c'est comme ça qu'on devient républicain. D'accord. Alors, rendre le vote obligatoire pour justement cette jeunesse,
Est-ce que pour vous, c'est une solution pour c'est cette une des solutions. problématique? C'est pas l'unique solution, mais ça peut être une solution. Comme en Belgique, on rend le vote obligatoire. Alors, après, c'est vrai que donner une sanction pour... c'est jamais bien de punir, vaut mieux prévenir que punir. Mais ça peut faire part... Le vote obligatoire, ça peut être... Mais c'est en contrepartie d'une sanction, d'une amende. Hein. Est-ce que la population va justement, cette population très jeune, ne va pas se sentir menacée du fait que, bon voilà, on m'oblige à faire quelque chose peut-être qui ne m'intéresse C'est pas. pour ça qu'il faut travailler au fond. Je pense qu'il faut travailler en amont. Sanctionner pour sanctionner ou punir pour punir, ça n'a jamais changé. À mon avis, le sens des choses. Si vous voulez donner un sens politique, un sens... l'envie de voter finalement, l'envie de s'occuper des citoyens, l'envie de s'occuper de la vie publique, il faut leur donner le goût à cela. Et je ne suis pas sûre que les obliger à voter, ça peut être une réponse ponctuelle, mais ça ne sera jamais une réponse à long terme, une solution à long terme. Donc je vous dis, il faut éduquer les jeunes enfants à devenir des citoyens. C'est l'éducation citoyenne. D'accord. On vous décrit comme une femme de combat. Oui, comme on le dit, une femme qui aime aller au charbon. Et de par votre CV très élogieux, de par votre parcours politique, on sait aussi que vous avez horreur de tout ce qui est sinistrose. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer, nous éclairer justement la lanterne de toutes ces personnes qui veulent encore davantage vous connaître? Et pourquoi vous avez horreur justement de... Moi, j'aime pas la fatalité. Hein. Donc, je me battrai toujours pour devenir meilleure et pour que les autres soient bien, enfin, pour qu'il y ait des progrès. Quand c'est des progrès économiques, sociaux, en général, d'éducation, voilà, j'ai toujours été comme ça. Et puis, je me bats pour les autres. Alors, le combat, d'abord, parce que j'ai un métier où je combats. Je défends les intérêts de mes clients. Donc, comme je fais beaucoup de contentieux, évidemment, c'est un combat. L'association, je me suis battue pour que les enfants dans les écoles, en fait, je m'étais associée avec un inspecteur des impôts dans une association qui s'appelle Trésor Academy, où on a organisé des visites pour les jeunes à Bercy, pour leur apprendre ce que c'était l'impôt. Donc là aussi, il a fallu que je me batte pour imposer à Bercy ces visites, parce que c'était pas évident, on a quand même eu beaucoup de temps à les organiser. Ensuite, je me suis battue pour la politique, pour mes engagements politiques. Donc, Montreuil, comme je vous l'ai dit, d'abord la Seine-Saint-Denis, c'est un département extrêmement difficile. Difficile, oui. Et puis, c'est une ville extrêmement difficile. Et puis, j'ai pas toujours été aidée par ma famille politique. Donc, ça a été encore plus compliqué. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est pas dû justement parce que c'était une très grosse ville, on n'aime pas beaucoup les femmes. Vous savez, en politique, hein, c'est dur d'être une femme. Donc, en plus, moi, j'ai un mari connu, donc c'est encore plus difficile. Donc tous ces éléments font que ça a été très difficile pour moi. Donc vous savez, quand j'ai commencé à préparer mes élections municipales en 2014, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une permanence. Et quand enfin j'ai trouvé une permanence, on m'a cassé ma permanence 3 fois. 3 fois, c'est-à-dire les vitres, enfin, complètement, vous auriez vu ça. Et pour autant, j'ai continué. À chaque fois, j'ai fait réparer, à chaque fois, j'ai continué. Parce que ce que voulaient les gens, c'est que j'abandonne. Mais moi, j'abandonne jamais. J'abandonne pas. Et heureusement que je n'ai pas abandonné. De tenace. Oui. Je suis tenace dans mes dossiers, je suis tenace dans mes combats politiques. Qu'est-ce qu'ils auraient dit, les LR qui m'avaient investi à ce moment-là, en disant bah oui, alors au bout de 3 mois, elle s'en va. Non, je suis restée, je me suis battue, j'ai obtenu un certain score, j'ai remis des conseillers municipaux à la mairie, alors qu'il n'y en avait plus depuis 2008. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, ils avaient fait 9%, moi j'en ai fait le double, donc j'ai quand même tenu. Et puis j'ai tenu les autres élections. Et à un moment donné, il n'y avait plus rien à apporter. Parce que je me suis vraiment vidée, si vous voulez, pour la campagne législative. Hein. J'ai fait tous les quartiers, j'ai fait tous les foyers, j'ai fait tout. J'ai fait les commerçants. Et quand à un moment, vous récoltez 6% ou 6,5%, vous vous dites, bon, finalement, même si ce n'était pas lié à mon engagement personnel et à ma personne, puisque c'est une élection nationale. Mais moi, j'avais fait une campagne locale. Donc, si vous voulez... une campagne beaucoup plus de proximité de proximité, c'est comme ça. Et en fait, c'est une campagne nationale.
Donc j'ai subi les foudres de ce qui s'est passé à ce moment-là à l'UMP. D'accord. Alors, Enfin, l'UMP, les Républicains, pardon. les Américains, justement, ont rêvé d'avoir un président noir. Et ce rêve s'était réalisé. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'un jour, le peuple français pourrait accepter d'avoir un président qui sort de la gente féminine? J'aimerais bien. Est-ce que ce n'est pas un rêve pour vous? Moi, devenir présidente, non. J'ai commencé la politique beaucoup trop tard. J'ai commencé, j'avais 50 ans. Donc, c'est beaucoup trop tard pour moi. Mais c'est vrai que ça aurait été magnifique pour la France d'avoir une présidente. Absolument. Parce que les femmes en politique, on les envoie où? On les envoie dans des territoires très compliqués. On les envoie quasiment impossibles. Parce que c'est toujours les hommes qui ont le meilleur, finalement, en politique. Puis dans d'autres domaines. Mais là, je parle de la politique et c'est très, très, très dur d'être une femme en politique. Mais là, vous êtes en train de fuir ce combat. Non, pensez pas qu'il y a des gens qui sont secrètement assis dans leur maison, qui vous connaissent très bien, qui se disent waouh, elle ferait bien une présidente exceptionnelle pour la France. Déjà que je sois élue à Paris, ça sera déjà une bonne chose parce que vous ne pouvez pas sauter toutes les étapes. Après, vous allez me parler d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, il avait un réseau énorme, il est exceptionnel, et puis il était quand même ministre d'économie pendant 2 ans, donc ça a quand même aidé, ça a été un tremplin. Moi, il faut quand même, je ne suis pas députée, et donc il me manque encore un petit bout. Hein. Faire un petit chemin. Oui. Bon, est-ce qu'on peut me rêver? Un long chemin. Mon mari me dit, mais tu as commencé la politique trop tard. Voilà, mais c'est un homme. Ah. D'accord. Vous avez récemment écrit une charte de la laïcité devient urgente et pressante. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a des dérives. Et bientôt, on ne pourra plus faire ça. Parce qu'on a laissé s'installer un certain nombre de comportements, d'habitudes, de traditions qui ne sont pas viables dans un État laïque. Donc il faut faire attention à ces dépassements, même s'il y a une liberté de conscience, évidemment, liberté de croire ou de ne pas croire, c'est nos fondamentaux. Mais quand on est dans un pays laïque, il faut faire en sorte que les gens s'intègrent dans le pays et dans le principe de laïcité. Donc, la charte de la laïcité, elle existe dans toutes les écoles, elle existe dans toutes les mairies, elle existe au conseil régional, on l'a adoptée avec Valérie Pécresse. Je pense que faire une charte, élaborer une charte, ça ne suffit pas. Il faut la faire respecter. Et si votre question concerne les accompagnantes voilées, moi, je pense que si vous voulez, ça me choque. Pourquoi? Parce que pour moi, l'accompagnement de la vie scolaire, c'est les sorties aussi scolaires. Donc, c'est le prolongement de la vie scolaire. Et je n'oublie pas que Luc Châtel avait, par une circulaire en 2008 ou 2007, avait fait interdire le voile. Parce que si vous ne marquez pas des limites, vous n'êtes plus dans un état laïque. Alors évidemment, en privé, si vous voulez, dans la vie privée, les gens font ce qu'ils veulent. Ils s'habillent comme ils veulent, ils se mettent comme ils veulent, mais quand vous accompagnez des enfants à l'école, ou hors de l'école, vous respectez l'école et vous respectez la laïcité. D'accord. Alors, notre entretien tire à sa fin. Vous avez parlé d'une grande dame, Valérie Pécresse. Pécresse, oui. Voilà. Enfin, qui est la présidente du Conseil régional Île-de-France. Voilà. Et quels sont vos rapports? Sachant qu'elle vous a, à plusieurs reprises, fait confiance sur... Oui, elle m'a fait confiance. Elle m'a donné... d'abord, j'ai été une de ses porte-paroles. Ensuite, j'ai été présidente de la commission sport. Puis, j'ai été déléguée spéciale de l'éducation artistique et culturelle dans les lycées. Donc, je fais partie de l'exécutif régional. Et maintenant, je suis chargée auprès d'elle de l'intergénérationnel. Je n'ai pas bien compris. L'intergénérationnel, c'est comment on fait de la mixité entre les seniors et les jeunes. Oh, ouais, ok. Voilà, et je suis déléguée spéciale, donc je fais partie de l'exécutif régional. Donc oui, elle me fait confiance. D'accord. Ok, on va terminer sur cette note engagée sur un clic. Justement, il faut cliquer. Il faut cliquer, oui. Pour comprendre un peu votre idée sur justement le monde aussi vaste dans lequel nous sommes. Alors, quel est votre dernier mot concernant ce bouquin? Et puis, dire aussi qu'il est disponible pratiquement dans toutes les surfaces agréées. Et puis, donnons aussi au besoin le nom de votre éditeur.
Oui, bah, tout est sur le livre. Vous avez, je crois effectivement qu'il est distribué à la FNAC, qu'il est distribué sur Amazon, par exemple. Moi, je pense que c'est un livre qui part de mon engagement personnel. Donc, il m'a fallu beaucoup d'efforts pour parler de moi. Ouais. Parce que je voulais parler aux jeunes. Donc, comment moi j'ai commencé, comment je me suis engagée pour faire un certain nombre de constats, basés aussi sur ma vie de femme et ma vie, parce que j'ai quand même 2 filles, 2 adolescentes. Et puis pour tenter de donner des solutions, parce que c'est pas une fatalité pour moi, comme je vous l'ai dit. Donc rien n'existe, rien n'est figé dans la vie. C'est Donc ça. il faut continuer le combat. C'est ça. Merci Madame Merci Laporte. à vous. Je voulais aussi dire merci à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment, dire merci à toute l'équipe, dire merci particulièrement à Gisèle, voilà, merci Gisèle à toi, merci à Autant, voilà, pour tout ce qui est secteur technique et tout ça. C'était Jean-Luc Moreau, directeur de publication du site Afrique7 Prod. On se retrouve dans d'autres occasions pour parler de vie. Merci.